Laura Flessel a été ministre des Sports. Mais pendant quelques jours à Monaco, il fallait l'appeler Madame la Présidente, puisque l'ancienne escrimeuse était à la tête du jury des Sportel Awards, entourée d'autres grands champions. Quand on l'a rencontrée, elle avait déjà eu pas mal de pain sur la planche. Mais Laura nous l'a dit très vite, quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond, elle ne sait pas faire autrement. Alors, celle qui a l'un des plus beaux palmarès du sport français, avec notamment 5 médailles olympiques et 6 titres de championne du monde, s'est livrée sans détour. On a voulu savoir si elle comprenait comment ce lien si fort entre elle et le public s'était créé. On a aussi voulu savoir quelles étaient les étoiles qui avaient fait rêver la gamine de Pointe-à-Pitre, quels obstacles elle avait dû franchir en tant que femme noire, et comment elle entrait dans un état second lorsqu'elle démarrait une compétition. On est avec Laura Flessel. Laura, en ce moment, on peut t'appeler présidente parce qu'on est à Sportel Awards. Oui. Et tu es présidente du jury de Sportel Awards. Comment ça se passe ? Mais ça se passe bien. Ouais. Visionnage dense. Plus d'une vingtaine de documentaires avec des spécificités sur les documentaires thématiques, séries, biopics. Donc du coup, on a pris le temps de bien comprendre les critères pour ne pas mélanger. Et en fait, on a essayé de prendre de la hauteur pour ne pas en fait trop vivre les documentaires et avoir ce regard en fait aussi critique et technique, mais on s'est laissé embarquer par l'émotion et vraiment la présélection a été dure parce que le choix qu'on a eu était quand même très complexe et très riche. Bon, c'est bon signe quand c'est comme ça. Ah oui, c'est bon signe. Et puis on a eu un bon jury. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais présidente, mais j'ai eu la chance d'avoir en fait un jury géré avec une pertinence, avec du challenge, des personnes comme j'aime. On voyait que la réflexion pour gérer ce jury Awards post-jeu était hyper pertinent. Donc là, il y a ces documentaires qui peuvent être inspirants. Il y a ces gens qui ont été aussi pour certains des athlètes de haut niveau, de très haut niveau pour la plupart d'entre eux. Ouais. Est-ce que toi, quand tu étais encore athlète, tu te nourrissais du parcours des autres ? Est-ce qu'il y avait des gens qui t'inspiraient très fort ? Alors, je dirais oui. Et je regardais beaucoup l'international sans le savoir. Parce que je n'avais pas en fait de réponse gérée au national, je n'avais pas suffisamment encore de réponses. Mais on parle des années 80. Et donc du coup, j'ai été nourrie par ce regard sur la réussite à l'international. Et peut-être aussi, c'est ce qui a rythmé aussi mon envie de voyager, d'aller toujours plus loin. Et aussi d'avoir en fait un double pied dans la vie sportive et citoyenne. Et de ce fait, lorsque je regarde aujourd'hui, je vois l'amélioration. Je vois en fait une sémantique qui est beaucoup plus, en fait la narration qui est beaucoup plus accompagnée. On voit les coupes et les prises de vue qui nous embarquent plus qu'il y a quelque temps. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde uniquement les documentaires là, ça a été finement amené et riche. Et on voit en fait tout le travail qui a été fait sur ces décennies avec l'émergence des réseaux, mais surtout de la manière de filmer. Donc il y a ton sport que tu connais par cœur, mais est-ce que les exemples, ils étaient aussi allés chercher dans d'autres disciplines, dans des parcours très médiatisés, peut-être beaucoup plus que ceux des escrimeuses des années 80, comme tu disais ? Alors moi, je veux dire que je n'ai pas du tout regardé, presque pas regardé, gérer des images d'escrime. J'allais chercher, gérer. Moi, je viens de la Guadeloupe, donc moi j'étais plutôt caribéenne, donc c'était des reportages autour de la Caraïbe et de la réussite américaine. Donc j'étais baignée par le monde de l'athlétisme. Et Carl Lewis, pour moi, c'était la personne qui me faisait penser que je pouvais voler aussi sur le toit du monde, parce que pour moi, quand je le regardais, il était félin, rien n'était impossible. Le mot impossible n'existait pas. Et c'est vrai que je me suis nourrie plutôt de gérer ce regard de la compétition en me disant c'est aussi pour moi parce que il représentait aussi ma couleur de peau. Donc du coup, appelons un chat un chat, je me suis insufflée de cette réussite gérée de l'Amérique qui avait aussi une culture du sport. Donc. Et après, lorsque j'étais détectée que je suis venue dans l'Hexagone, j'ai commencé à regarder quelles étaient les personnalités qui pouvaient en fait m'inspirer. Et donc du coup, je suis allée dans le sport collectif, alors que j'ai choisi un sport individuel. Qui ça alors ? C'était qui, le sport collectif, c'était le basket, c'était le rugby. Donc souvent, à l'avant-veille des compétitions importantes, j'allais regarder des matchs de rugby. Lorsque je regardais un Dominici, lorsque je regardais un Betsen, je me disais, allez,
combat. Demi-mêlée, au combat. Et c'est vrai que ma force a été aussi d'avoir des parents dans le monde du sport et dans l'enseignement. On n'a rien sans rien, donc du coup on se préserve, on travaille, on préempte pour le double projet, mais derrière on se donne le droit de surprendre. Et mon père il était joueur de foot et entraîneur de foot, mais en même temps il était météorologue. Ouais. Donc double projet, possibilité. Et c'est en cela que l'impossible n'existait pas chez nous. Mais on nous demandait l'organisation. Donc là, on a ce podcast qui s'appelle ADN de champion. De l'extérieur, des fois, ça paraît un peu surnaturel. On se dit, ils ont ça dans les veines. On a rencontré là un pilote moto, pas n'importe lequel, Agostini, qui nous disait, moi, j'ai du gasoil dans les veines. Est-ce que toi, tu as ressenti ce truc-là instinctif, en fait? Alors, pas le gasoil. Non, ouais. Ça doit gratter un petit peu, je crois. Mais c'est vrai que je suis née, en fait, sur une île où en fait, le sport, c'est quasiment la Bible. C'est-à-dire qu'on vit en permanence dans cette culture de l'excellence. On est toujours en train d'innover, chercher. Si c'est pas le foot, c'est le cyclisme. Si c'est pas le cyclisme, c'est le hand. Et c'est vrai que j'ai grandi dans une culture du sport. J'ai grandi avec la précision, la pertinence et le rire. Okay. C'est rare qu'on en parle de ça. Oui. Du rire. Mais le rire. Moi, en fait, dans les moments compliqués, je repartais dans le passé et je voyais mes frères qui faisaient des bombes dans les rivières. Et là, on riait. On voyait les personnes, des fois, qu'on mouillait un petit peu. Ils nous disaient, oh, les jeunes, vous exagérez. Et on refaisait. Ouais. Et puis à la fin, on les embarquait dans notre folie douce. Et c'est en cela que je me suis façonnée. Et c'est vrai, parler de l'ADN, c'est hyper important. Parce qu'on dure lorsqu'on se connaît. Et j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître mes points forts et mes faiblesses. Mais surtout, j'ai appris en fait à embarquer des gens qui pensaient que c'était aussi possible. Et lorsque j'avais 5 ans et demi et que j'ai dit à ma mère, « Maman, je veux être championne », elle m'a dit, « Trouve ton sport ». Et j'ai trouvé mon sport. Quand je lui ai dit, je vais faire ça, elle m'a dit, « Ok ». Facilement ? 5 ans et demi. Ouais. Aisément. Tout de suite, quoi. Oui, sauf que j'avais pas encore ce regard sur l'escrime, mais je voulais faire ça. Pourquoi ? Parce que je voyais 2 personnes en tenue blanche qui se battaient, et moi j'ai transposé. Ah oui, mais quand on est dans la savane, dans la campagne, et qu'on utilise 2 brindilles pour faire de l'escrime, c'est peut-être de l'escrime, mais j'ai 5 ans et demi. Donc là, pour moi, j'ai vu un monde blanc caché derrière un masque. C'est possible. Je me suis dit, et pourquoi pas moi ? Et ma mère m'a accompagnée. Elle m'a dit, ok. Et tu iras avec tes frères. Si on parle de monde blanc, là, c'est un mauvais jeu de mots, mais du coup, à ce moment-là, est-ce que ce monde sportif n'était pas peuplé uniquement de blancs ? Enfin, est-ce qu'on pouvait avoir un modèle comme peut-être pas le Carl Lewis, mais il y en avait faut le créer, quoi. Donc on crée. On crée jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer Christian Doriola, qui a été un grand champion, mais j'étais déjà un peu plus évoluée. Mais c'est vrai que mes références étaient noires. Mais c'était des références qui gagnaient, qui osaient, qui étaient singuliers, qui étaient opportunistes, qui étaient limite insolents, mais qui se donnaient le droit. Donc j'ai rêvé, j'ai été nourrie par ça. Et après, quand je suis venue dans l'Hexagone, j'ai souffert du racisme, mais je me suis dit, je vais créer mon masque transparent et je vais aller au combat. Et vous allez m'accepter. Et c'est vrai que j'ai choisi une discipline blanche, je dirais dans une tenue blanche, qui n'est pas esthétique du tout, mais qui m'a permis aussi de poser mon jeu. Et je me suis dit, vous allez faire avec moi. Parce que à cette époque, la seule équipe noire, c'était Cuba. Sinon, il n'y avait pas de référence. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais devenir référence humblement, mais je vais devenir insolente de réussite. Mais je vais m'accompagner d'experts. Et c'est en cela que j'ai commencé à regarder les experts de l'escrime. Et je me suis orientée vers cette connaissance de l'escrime et de l'excellence de l'escrime. Et j'ai eu cette chance de rencontrer Christian Doriola, qui m'a dit un jour, elle est venue à Nîmes à un stage, il m'a dit, petite, je peux te conseiller. J'ai dit, mais of course. J'ai dit, mais bien sûr. Cet homme qui avait tout gagné me disait, mais j'ai peut-être une solution pour toi. Ok, donc c'était la bonne approche pour te convaincre d'y aller. En fait, moi, je suis une vraie éponge. C'est-à-dire que j'avais besoin de ça. Et j'avais besoin de cette autorisation qui me permettait aussi de lui parler. Parce que nous, on a grandi aussi, il y a ce profond respect des seniors. Et cet homme qui a tout gagné me dit, je peux te soumettre une... J'ai dit, mais oui. Et en fait, on a créé des liens.
Et il a vu en fait évoluer cette petite fille qui est devenue championne du monde, championne olympique. Et ça a été vraiment, ça reste marqué dans mon esprit en me disant humilité. Il est venu, il t'a demandé, il t'a proposé, tu as accepté, fais pareil. Mais il y a quand même ce côté magique aussi, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de performances, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup de titres et auxquels on s'attache pas plus que ça. Alors ça, je vais pas te demander pourquoi on s'est attaché à toi, mais est-ce que... Le sourire déjà, non, mais il y avait quand même... Alors moi, j'étais petit pendant Atlanta, par exemple, c'est les premiers jeux dont je me rappelle, c'est pas très important pour les gens, mais en tout cas, il y a quand même un truc qui dépasse le cadre de ton sport, parce que quand on a 10 ans et qu'on regarde de l'escrime, déjà, on comprend pas toutes les règles, mais on se dit, là, il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui est un peu plus grand que son sport finalement. Est-ce que toi, quand tu étais sur les pistes, là, tu sentais qu'il y avait cette dimension un peu plus spectaculaire qu'avec d'autres aussi? Alors je dirais différemment. C'est-à-dire que quand moi j'étais sportive, j'étais habitée par la compétition. Et je voulais en fait faire comme les autres. Je voulais surprendre et surtout, je voulais aussi montrer, gérer à la terre entière qu'il fallait compter sur le sport féminin. Donc inconsciemment, j'ai épousé des missions. Alors qu'on me demandait rien. Mais je me disais c'était légitime. On parle pas assez de sport féminin, je vais peut-être réussir. Et puis finalement, on va cohabiter, on va apprendre à se connaître et on va gommer un petit peu les peurs de l'autre. Et donc du coup, ces problèmes de racisme, j'ai un petit peu approché différemment en disant apprends à me connaître et je vais te donner un petit peu de moi. Ce qu'on ne sait pas, c'est que effectivement, je suis pertinent, je suis engagé, mais je suis foncièrement timide. Donc des fois, on pensait que j'étais imbu de ma personne. Non, j'étais juste foncièrement timide et j'observais beaucoup. Et donc du coup, je me suis dit, je vais un petit peu gommer ça et je vais aller chercher la communication. Comme ça, on verra. Et je pense qu'en étant sur la piste, j'étais engagée, habitée par l'envie de montrer qu'on était capable. Il fallait compter sur la femme, il fallait compter sur la femme sportive, après la femme maman, il fallait compter pour la sportive black. Et je pense que à travers les victoires, il y a eu des émotions qui ont explosé. Alors j'aime pas forcément les images, mais quand je regarde, tu les aimes pas? En fait, c'est un paradoxe. Je ne me reconnais pas. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis plutôt calme, tranquille, souriante, dans le partage. Et là, je vois en fait une personne qui est habitée, qui a des yeux exorbités. En fait, ce sont ces heures de répétition qui ne me disent pas « je vais être ». Donc du coup, il y a toute cette rage de réussir qui ressort. Et puis en même temps, je cohabite avec la pression, mais il y a énormément de personnes qui me font confiance. Et donc du coup, c'est le seul moyen. Et c'est vrai que quand je ressors le masque, on voit la vraie personne qui veut réussir, qui veut embarquer, gérer des émotions. Et c'est vrai que des fois, je me dis j'aime pas, mais des fois, je suis super fière. Mais alors nous, les communs des mortels, là, on connaîtra jamais ça, mais est-ce que ce moment où justement tu es dans l'hyper-concentration, tu sens aussi qu'il y a une forme de dédoublement? Enfin, on est à la fois là et pas là, ou... Là et... En fait, là dans le présent et là dans le futur. Ok. Et c'est en ça que j'aime bien l'émission, parce qu'on n'est pas des extraterrestres. Nous sommes des terriens façonnés par l'envie de réussir et on a une mécanique de répétition. Donc on anticipe. Et l'escrime, c'est comme un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'on pose des pièces, on analyse, on voit, on note en fait les réactions de l'environnement, tout ça dans les millièmes de seconde. Donc c'est vrai qu'on est pertinent. Et donc du coup, on est aussi dans la projection. Donc on regarde le présent, voire le futur. Et c'est en cela que j'aime à dire, ce qui me fascinait, c'était d'anticiper. Et donc du coup, lorsqu'on ne m'attend pas à un endroit, mais j'y suis déjà, mais c'est surtout que j'ai déjà analysé et je me suis déjà en fait fait un petit réseau d'experts qui vont me permettre de continuer mon projet. Et le sport, c'est ça. Donc du coup, lorsqu'on est habité par quelque chose, il faut se dire aussi qu'on a déjà préempté. Plan A, plan B, plan C. Plan D. Et c'est en cela que j'aime cette compétition, j'aime ce côté je me transcende, mais des fois on a l'impression d'avoir déjà vécu ça. Pourquoi ? Parce qu'on l'a répété, parce qu'on a vu, parce qu'on a accepté d'avoir peur. Et finalement, lorsque la pression arrive, en fait, on est déjà dans le futur. C'est une chance. On est déjà dans le futur, mais en fait, c'est de la stratégie. Ouais. C'est de la stratégie répétée. Et derrière, on
on a accepté de lâcher prise. Et ce lâcher prise nous permet de voir bien plus loin que certains. Et des fois, on nous dit, mais tu vois trop loin, donc reviens dans le présent. Mais tout ça, là, ça se passait aussi dans des contextes, pour vous, les escrimeurs, là, où d'habitude, vous étiez dans des salles plutôt occupées par les autres participants, la famille, suivant les compétitions. Et pour les gros rendez-vous, on se retrouve quand même dans une espèce avec de folie, là. D'amis, de faux amis, ouais. Oui, de nouveaux amis. Avec des choses du bruit, oui. Qui mais te sortent de ton quotidien, quoi. Alors, ça nous sort du quotidien, mais nous sommes des vrais passionnés qui avons décidé d'être dans un sport amateur. Donc, pour nous, on part du principe que tous ceux qui vont venir sur des grands événements vont renforcer notre envie de bien faire les choses. Mais on a accepté d'être dans des sports dits mineurs. On ne le fait pas pour de l'argent, on le fait pour la reconnaissance, on le fait pour la gagne, on le fait pour l'histoire. En revanche, lorsque on a ces grands événements comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a une multitude en fait de voix qui nous accompagnent. Et c'est vrai que j'ai vécu aussi des paradoxes. C'est souvent on était à l'étranger, pas vraiment chez nous, et à un moment je me suis dit dans les nations hyper chauvines comme la nation russe ou la nation cubaine ou la nation italienne, et bien des fois on arrivait, on se disait oh là là, mais on est sous l'emprise de cette nation qui organise. Ouais. Et moi je me disais, quand ils disaient aller la Russie dans leur jargon, je disais mais non, ils disent Laura, pour toi. Je ne comprends pas, je comprends pas le russe. C'est malin. Donc du coup, je me disais mais c'est tellement une énergie positive que je vais la prendre pour moi. Donc du coup, je disais mais ils disent Larissa, Laura en russe, c'est pour moi. Et en fait, j'absorbais cette énergie parce que c'est une richesse de pouvoir avoir des spectateurs. Et en France, cette année, on a vu gérer des jeux réussis parce que c'était une fête populaire. Et c'est en cela que le sport, c'est vraiment gérer une richesse quand on regarde ça. Est-ce que c'était dur de décrocher ? Alors toi, c'était quand même assez tard finalement. Tu voulais que ta fille te voie encore, elle voulait pas que tu arrêtes. Mais est-ce que le moment où vraiment il faut prendre la décision, ça a été vraiment un cap difficile ? Alors c'est toujours difficile de dire adieu à ceux qu'on a aimés. C'est toujours complexe de se dire on n'est plus dans les vestiaires, donc on n'a plus les petits camots, on n'est plus dans les informations de notre communauté. Mais tout se prépare. Et c'est vrai que je n'ai pas tout donné à mon sport. C'est-à-dire que j'ai grandi en acceptant la dure tâche de durer dans le temps. J'ai accepté de donner de la voix pour des associations, mais j'ai accepté aussi de devenir une femme, une maman. Et je pense que j'ai été bien accompagnée par mon environnement familial qui m'a permis aussi tout doucement de préparer l'après. Pour ne pas que ça soit une trop grosse déchirure. Parce que quoi qu'on dise, c'est vraiment une petite mort. Donc du coup, il faut redonner du sens, il faut comprendre qui on est avec les décennies, et c'est très complexe. Et puis en même temps, on vit un paradoxe. C'est que les gens en fait se détournent très vite. Les médias ne nous appellent plus, on perd nos partenaires. Donc du coup, on se dit, est-ce qu'on vaut moins finalement ? Est-ce qu'on va valoir quelque chose demain ? Et donc du coup, j'ai tenu à ne pas mettre des idées noires dans mon après. Donc je suis allée butiner un petit peu à gauche, à droite pour comprendre en fait à quoi je pourrais en fait donner mon importance, ma vie, mes émotions en dehors de l'escrime. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des univers passionnants. Être utile pour sa société, citoyenne de mon pays, être là pour mes amis, co-créer une école aujourd'hui qui s'appelle Sport Excellence Reconversion pour les accompagner. C'est m'engager dans des projets sur le vieillissement, sur l'inclusion. Et je me suis rendu compte que le sport m'avait donné un fil conducteur. C'est me respecter. Et c'est sourire. Et donc du coup, voilà, je suis hyper active, mais j'aime apprendre. Donc tous les jours, je me donne des challenges pour me surprendre. Est-ce que le piège, c'était, peut-être pas pour toi, mais pour d'autres, de chercher exactement la même adrénaline que dans le sport de haut niveau, qui est sans doute pas possible à retrouver sous cette forme-là ? C'est ça. Lorsqu'on a chanté la Marseillaise, fait chanter la Marseillaise, être accompagné pour entendre la Marseillaise, on vivra plus jamais cette émotion. Donc du coup, arriver d'un point A à un point B en acceptant les remises en question, les échecs, les blessures, donner tout ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire 40 ans, c'est sûr que quelque part, c'est une vie qu'on laisse de côté. Et derrière, c'est retrouver, je dirais, et ça, on ne va pas le retrouver.
J'essaye de faire du golf et d'essayer d'avoir mais non, bon, on l'a pas. Et donc du coup, j'ai appris que oui, il y a plein d'autres choses, mais j'ai appris à ne pas chercher à copier, coller sur des émotions que j'ai pu avoir dans le passé. Mais en revanche, je me suis dit, tu as un indicateur qui te permet de savoir si tu es dans le bon sens, si tu es dans le vrai, si tu dois redoubler d'intelligence, si tu dois t'accompagner mieux. Et donc, du coup, crée ton propre projet. Et ce que j'aime à dire, c'est soyons champions de notre propre projet. Ne faisons pas de copier-coller. Le passé, c'est le passé, ça reste un indicateur. En revanche, si nous sommes des passionnés, et je suis une passionnée, j'ai besoin en fait d'avoir au moins une fois dans la journée, gérer un moment où je me fais peur, un moment où j'ai envie de rire, un moment où j'ai envie d'embarquer une personne, un moment où j'ai envie de découvrir une personne. Voilà. Vivre encore intensément quand même. Pas avoir des pics en tout cas. C'est vivre. Ouais. Le fait de pouvoir se dire, je respire, je vis. Et me dire, il y a toujours moins bien à côté, donc ne te plains pas. Et c'est en ça que, quand je regarde les Jeux paralympiques, c'est une vraie richesse. Parce qu'on a montré, en fait, que je dirais bien, que nous avons des champions, je dirais, qui sont peut-être parasportifs, mais ce sont des champions. Et à la fin des Jeux paralympiques, on ne parlait pas de handicap, on parlait de médailles. Et c'est en cela que je me dis, mais putain, je suis super fière. J'ai cohabité, j'étais fière de chanter la Marseillaise. En fait, j'étais pas si passive que ça. Et c'est merveilleux. Et c'est en cela que j'invite tout le monde à se dire, allez, on se bouge un peu. On essaye de créer des émotions et surtout, vivons pas seuls. Parce qu'on a la chance de pouvoir en fait parler la même langue ou d'accepter l'autre. On est dans le savoir devenir. Et ce qui est important, c'est que pour moi, le sport m'a donné cette rigueur. Rigueur d'apprendre, rigueur de partager, folie d'aller chercher. Et c'est ce qui est important aussi, c'est pas se perdre. Et j'ai constamment eu une idée en tête, c'est que ma grand-mère qui m'a pas vue maman, championne, ministre, créatrice de projet, eh ben qu'elle soit fière de moi là-haut. Ouais. Il y a du boulot qui a été fait pour ça. Oui, plutôt... mais c'est un travail d'équipe. Voilà, et puis ça peut aussi quand même amener à changer ses positions. Enfin, il y a peut-être, je crois, vers 2010, tu disais, moi, la politique, parce qu'on t'imaginait déjà dans ces rôles-là alors que tu étais encore athlète. Tu disais, moi, a priori, non, ça m'intéresse. Bah là, tu disais, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Oui. Ça a changé. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour te faire rentrer dans ce monde-là directement au poste de ministre, quoi? Ouais, j'ai envie de dire, j'ai pas été parachutée. J'étais citoyenne de mon pays. Et j'ai vu, en fait, en m'impliquant dans le tissu associatif et humanitaire, qu'on avait des personnes magnifiques, des bénévoles, qui n'étaient pas écoutées. Et qui avaient besoin, en fait, d'images de sportifs pour passer des messages. Donc, j'ai accepté de donner ma voix pour ces associations. Et je me suis impliquée. Je ne fais jamais rien à 50%. Donc, une fois impliquée dans ce tissu associatif et humanitaire, j'ai vu combien ces personnes avaient des solutions, mais qu'elles n'étaient pas écoutées. Et donc, du coup, en me grandissant, en me bonifiant, je me suis dit, OK, lorsqu'il y a une réalité, c'est que le sportif en activité, lorsqu'il est pris dans cette spirale politique, il peut en fait perdre son niveau de sport. Donc du coup, il y a un temps pour tout. Donc la temporalité a été d'affirmer mes convictions après ma carrière politique. Et on sait aussi que lorsqu'on affirme sa position politique, on perd des gens de 50%. Donc derrière, je me suis dit, mais qu'importe. Maintenant, je dois donner la voix pour des objectifs qui m'intéressent. Le sport santé. J'étais façonnée dans le sport excellence, mais j'étais habitée par cette valorisation de se dire on doit faire du sport à titre préventif et pas curatif. Et donc du coup, trop de personnes viennent, je dirais, parce qu'ils ont des problèmes de santé. Et donc du coup, dans ma tête, je me suis dit, il y a des associations qui m'ont permis de découvrir des solutions. Après, on parle de sport, mais on parle aussi d'inéquité dans le sport. Et là, j'ai pris position pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Et là, je me suis rendu compte que lorsqu'on parlait d'homophobie dans le sport, c'était banalisé. Ouais. Non. Ça l'est encore. On le vit. C'est-à-dire qu'on renforce les programmes. Mais il faut en fait faire des piqûres de rappel constamment parce que le retour à l'homophobie revient dans la société mais aussi dans le sport. Donc du coup, il y a des programmes, il y a un engagement à avoir. Il ne faut plus qu'on soit dans le déni, mais il faut aussi que derrière, les sportifs qui font leur coming out soient écoutés, entendus et pas mis à l'écart. Et c'est encore ça. Donc du coup, je me suis dit, prends ton rôle.
Il y a une dame qui m'avait dit, mais vous êtes hétéro. Je dis oui, et alors Ma copine vous y allez Mais parce que c'est justement, ça, moi, c'est je veux que ma coéquipière soit dans toute dans son excellence pour m'amener à une réussite collective. J'ai envie que autour de moi, qu'il y ait de la complaisance. Donc du coup, on va lutter et c'est pour ça que je me suis engagée plus sur l'inclusion, la santé et après le racisme, parce que derrière mon masque blanc, on le voyait aussi qu'il était noir. Donc du coup, j'ai pris position et je me suis dit, mais en fait, le réseau, il existe. Si bien que lorsque j'ai été championne, j'étais ministre des Sports, eh ben, ce réseau me connaissait. J'étais juste légitime en leur disant, venez travailler maintenant, on va activer le processus. Lorsque j'ai commencé à regarder aussi l'économie du sport, parce que c'est quand même 2,6 du PIB, je dis, c'est une économie, lorsqu'on regarde le budget, on est en incohérence. Et donc, du coup, j'ai commencé à vouloir bousculer un petit peu la logique des choses. Et j'ai travaillé pour la légalisation du MMA. Donc, en 18 mois, j'avais une feuille de route hyper pointue. C'est-à-dire qu'il fallait travailler la gouvernance de sport. On a créé l'ANS, qui aujourd'hui a amené les Jeux dans une réussite. Derrière, il y a les maisons sport santé, il y en a plus de 540, mais à l'époque, mon bilan, c'est les maisons sport santé. Il y en a 540 aujourd'hui. Donc en fait, j'ai contribué à cette amélioration. Le e-sport n'était pas reconnu. Oui. On a permis de reconnaître le e-sport. Lorsqu'on voit en fait l'économie virtuelle aujourd'hui parallèle, c'est des évidences. Donc en fait, je me suis insufflé de toutes les opérations et de toutes les actions pour en fait façonner ma feuille de route. Et lorsqu'on regarde, je suis assez contente parce que celles qui ont suivi n'ont fait que renforcer ma feuille de route. Est-ce que ce monde-là, il a été un peu plus dur que le monde du sport à appréhender parce que c'est le d'autres sport a codes, des valeurs que la politique ne connaît pas. Ouais. Et on fait comment là-dedans ? On continue, on lâche pas. On lâche pas et c'est pas parce qu'on n'est plus qu'on n'a pas le droit de se positionner dans des programmes. Et en cela, moi, je suis repassée dans le privé pour vraiment en fait faire tout. Je suis peu patiente. Quand j'ai une idée, je veux aller jusqu'au bout et voir en fait si le bilan est positif. Et donc du coup, effectivement, je suis passée dans le monde du privé et dans des secteurs où on m'attendait pas. L'école où on l'a créée parce qu'il y a une vraie pertinence à accompagner les sportifs. Tous ne sont pas gérer des bacs plus 5, mais ils ont une intelligence de transformation. Donc sans condition de diplôme, on a créé en fait cette école qui accompagne le sportif sur sa plus-value qui est l'ADN. Et derrière, la transférabilité pour être en fait opérationnel dans le monde de l'entreprise. Donc c'est très clair. Quand on voit que 40% sont des décrocheurs, que finalement ce sont des champions et demain on les oublie, c'est pas possible. Lorsqu'on voit que 2025, c'est la cause nationale, c'est la santé mentale, eh bien, nous on a déjà commencé à travailler sur une étude qui s'appelle Mentalo pour aider les jeunes de 11 à 24 ans. Donc, donc du coup, aujourd'hui, je suis à l'aise dans ce que je fais, et je m'accompagne de projets qui m'intéressent. Là aujourd'hui, je peux parler de Just Play, qui va être qui est un projet de Laurent Sablérol, qui était dans le foot, qui est dans l'immobilier et qui crée en fait une tour connectée de 7 étages qui s'appelle Just Play, qui est une tour connectée qui va amener le sport, l'inclusion et l'économie du sport. Donc voilà, donc je suis habitée et je recherche justement cette excitation, mais je ne me perds jamais. C'est-à-dire que je veux tous les matins me reconnaître en disant tu t'appelles toujours Laura Laguep. Ouais. Donc cette femme-là, Laura Laguep, on la connaissait de l'extérieur. Tu parlais un petit peu de santé mentale, donc peut-être qu'on peut y revenir. Oui. De l'extérieur, et sans doute à tort, on avait l'impression que tu étais invincible. Alors, et que c'était facile. C'est faux, j'imagine. C'était compliqué, mais j'avais décidé, j'avais fait un vœu pieux à ma mère qu'elle ne devrait pas avoir peur pour moi. Okay. Donc du coup, j'ai toujours fait en sorte de travailler, d'être au contact des meilleurs pour rester de la meilleure. Mais c'est vrai aussi que l'éducation que j'ai eue par mes parents m'a donné en fait cet ancrage. C'est-à-dire que je ne suis pas surhumaine, mais je suis besogneuse. Et puis j'aime la reconnaissance. J'aime en fait, pas la reconnaissance, j'aime affirmer l'envie que je partage. Donc je suis beaucoup dans le partage. Et des fois, mon mari m'a dit, tu n'es pas Saint-Bernard. Donc du coup, il faut arrêter. Mais je suis quelqu'un qui aime le collectif, même si j'ai fait un sport individuel, mais j'adore le partage. J'aime en fait apprendre. Et donc du coup, quand je me regarde, je suis ancrée et je sais qu'il y a des secteurs d'activité que j'adore.
j'aime l'inclusion, j'aime le sport, j'aime la richesse, j'aime la connaissance. Donc du coup, voilà, humblement, j'avance et ça me permet aussi de dire, quand je ne sais pas, est-ce que tu peux m'aider ? Et là, c'est aussi l'éducation que j'ai reçue avec l'humilité. Ma mère me disait tout le temps, n'oublie pas, même quand tu vois quelqu'un avec des claquettes chaussettes, te moque pas. Et non. Et maintenant, tu vois que c'est quand même le summum de la hype, quoi. C'est enfin, ça. Pas mais partout, mais on devient passe-partout parce que aussi on a montré en fait aussi une petite facette de nous. C'est-à-dire qu'on a vu en fait la Laura vainqueur de compétition, la Laura qui doute, la Laura qui rebondit, la Laura maman. Et je pense que c'est ça aussi. Je suis pas une extraterrestre. En revanche, je suis habitée par l'amour de l'humain. Et donc du coup, c'est un cadre. Maintenant, le mental, effectivement, pour revenir à la question, le mental, c'est ma force. C'est-à-dire que j'ai pas travaillé avec de préparateurs mentaux parce que j'ai eu suffisamment de rigueur, de cadre, d'amour pour me dire, allez, réécris-toi. N'aie pas peur de réécrire la page, de corriger la page. Et en revanche, j'ai beaucoup travaillé avec des préparateurs mentaux, de préparateurs physiques, parce que le corps aussi dit, ah, t'as plus 20 ans, t'as plus 30 ans, oh, t'approches de la quarantaine. Donc il y a eu ce rebond, mais j'aime à dire que le mental, ce n'est pas un muscle. Il faut l'entretenir, il faut l'aimer et il faut en fait avoir des combinaisons qui oxygènent aussi et qui nous disent aussi à un moment, stop, repose-toi. Et nous, public, il faut qu'on accepte les défaillances des champions. Et donc, du coup, le public, on vous adore. Mais il faut comprendre aussi que nous ne sommes pas des surfemmes et des surhommes. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'un champion souffre ou qui est en questionnement, il faut l'accompagner. Parce qu'il donne 20, 30, 40 ans, 25 ans. Et des fois, on parle du sportif, mais souvent on dit « Ah oui, mais il est riche ». Non, nous ne sommes pas des Mbappé. Nous sommes en minorité, mais nous sommes des grands passionnés et on donne tout pour un quart d'heure médiatique. Donc du coup, on donne tout pour 20 ans, 30 ans. Et donc du coup, il faut comprendre que derrière, lorsqu'on a des temps faibles, en fait, il faut continuer à nous aimer. On termine comme ça ? Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Ouais.